Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux pour notre avant-dernière séance de Confluence des Savoirs. Je vous rappelle que Confluence des Savoirs est une association qui regroupe 6 fondations reconnues d'utilité publique. Elles sont inscrites devant vous. Et elles travaillent en préfiguration du musée des Confluences et en partenariat avec l'École normale supérieure Sciences qui nous accueille depuis 8 ans dans cet amphithéâtre. Ce soir, comme d'habitude, nous avons un scientifique qui présente un problème à sa façon dont il le ressent et le voit, et puis des artistes, eux, on croise le regard d'un scientifique et d'un artiste les artistes présentent ça selon leur façon de voir, et après il y a un débat avec la salle. Alors, pour cette soirée, nous avons pour commencer écouter Marion Guillou qui va nous parler de nourrir durablement la planète, et puis après nous aurons un spectacle de les mots à la bouche. Spectacle, théâtre, musique. Présentation. Est présidente de l'Institut national de la recherche agronomique depuis juillet 2004. Elle était directrice générale de cet organisme depuis août 2000. Elle est membre du conseil d'administration de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, des aliments, du CIRAD. Elle préside le conseil d'administration de l'école polytechnique. À l'INRA, elle a contribué à la réorientation des recherches dans 3 directions qui sont l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Ainsi, les agronomes et les écologues commençaient à travailler ensemble, en particulier en ce qui concerne les liaisons agriculture-environnement et l'autre partie qui est agriculture et milieu. Elle a présidé en 2008 le comité opérationnel recherche chargé de traduire concrètement les propositions du Grenelle de l'environnement. Donc, sa présentation va tourner autour de ce problème de nourrir durablement la planète. Je rappelle qu'après les émeutes de la faim dans les pays du Sud, la croissance sans cesse de plus en plus importante de la sous-nutrition, de la sous-alimentation, les questions alimentaires sont devenues des priorités mondiales. En même temps que le Grenelle de l'environnement a donné une nouvelle impulsion aux agricultures à haute performance environnementale, aux problématiques de recherche telles que recherche sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité, la forêt, on commence à prendre corps. Nous avons un nouveau défi à faire face, c'est-à-dire il faut nourrir 9 milliards de personnes en 2050, tout en préservant les écosystèmes. Alors l'objet de cette conférence, c'est de passer en revue les différentes propositions ou prospectives qui sont faites actuellement, et pour voir qu'elles s'accordent sur le fait que les solutions sont multiples pour offrir une agriculture productive, durable et solidaire, pour une alimentation saine et une terre vivante. Voilà le thème de cette première conférence, de cette première partie, qui dure environ 40 minutes. Et puis après, nous aurons les artistes pour nous présenter ce spectacle théâtro-musical, chanson originale, gourmande et sensuelle, qui s'intitule « Les mots à la bouche ». Alors d'une part, il y aura Duo Lalo, auteure, compositrice et chanteuse, interprète. Elle a participé à de nombreux projets dans les domaines aussi variés que le théâtre musical, le jazz vocal, l'opéra et la chanson. Son premier album de chansons originales 14 voit le jour en 2007, salué unanimement par la critique et suivi de nombreux concerts.
Et puis elle est accompagnée, l'autre artiste, c'est Jean-Pierre Caporossi, pianiste, avec une formation de pianiste classique, mais il s'oriente vers le jazz en 1987 et intègre la classe de Mario Sanchevez. Il se produit en tant que soliste et accompagne souvent dans différents domaines du jazz, de la danse contemporaine et de la chanson. Voilà la soirée. Ceci dure à peu près, cette seconde partie dure environ 20 minutes, 20-25 minutes. Après, nous aurons un débat. Pour le débat, je vous demande très simplement de bien vouloir lever la main, attendre qu'on vous passe un micro, et parler lentement, clairement et distinctement, parce que, comme vous avez dû le remarquer, tout est enregistré et mis sur Internet pour que les personnes qui ne sont pas là ce soir puissent suivre ultérieurement cette conférence, s'ils le désirent, comme ils peuvent le faire sur les conférences qui ont été enregistrées il y a 8 ans. Et puis nous terminons la soirée vers 20h15, 20h15, voilà. Donc, Marion, je te donne la parole. Bonsoir. Alors, ce qui est terrible, c'est que tout à l'heure, on s'est rencontrés avec les artistes et ils ont dit qu'eux, ils allaient faire la partie drôle de la soirée. Donc, préparez-vous au pire. Donc, moi, je fais la première partie. Je vais faire ce que je peux. Je vais essayer de faire un peu plus court parce que sinon, ça va être rude. Parce que le sujet que François m'a demandé de traiter, c'est un sujet qui me passionne, hein, sinon je ne ferais pas le métier que je fais, mais vous verrez qu'il est un peu aride quand même, et même sans faire de mauvais jeu de mots sur le manque d'eau sur la planète. Donc, je crois qu'ici, on est à la confluence des savoirs. C'est un endroit, je pense, assez intéressant, puisque je vais être obligée de vous parler d'agriculture, d'alimentation, d'environnement, mais aussi d'énergie, de démographie, parce que dès qu'on regarde un petit peu dans l'avenir, dès qu'on essaye de se figurer ce que pourraient être les futurs possibles, on est obligé de regarder un peu tous les facteurs à la fois pour avoir une espèce de mise en paysage. Rassurez-vous, je ne vais sûrement pas vous dire l'avenir ce soir. Il y en a d'autres qui savent mieux faire ça que moi. En revanche, ce qui est certain, c'est que j'essaierai de débaucher des paysages cohérents. C'est-à-dire comment on peut avoir des ordres de grandeur, des idées, des questions qui vont se poser et peut-être donc des idées de choses qu'on pourrait commencer dès aujourd'hui pour préparer cet avenir. Donc, d'abord, et en espérant que j'arriverai jusqu'à la fin, d'abord, je voulais vous présenter les défis du XXIe siècle. C'est une partie assez descriptive sur ce qui se passe en ce moment en matière d'alimentation, d'agriculture. Quelles sont les grandes données, quelles sont, pour arriver un peu aux facteurs limitants, à la mise en évidence de ce qui pourrait être précieux parce que rare. C'est sans le cheval borgne, mais il faut quand même être conscient de ce qui peut poser un problème pour l'avenir. Ma deuxième partie, ce sera des scénarios pour 2050, c'est-à-dire quels pourraient être des types d'évolution, comment est-ce qu'on pourrait nourrir la planète en 2050, sachant que ce sera sans doute le plateau démographique. Et ma troisième partie, parce que vous auriez sûrement été très triste que je ne parle pas de l'Institut national de la recherche agronomique, j'en reviendrai aux recherches que nous conduisons. J'ai peur qu'à ce moment-là, ce soit un petit peu tard et je vais voir, vous me direz quel est votre degré de tolérance. C'est-à-dire que j'avancerai autant que possible ou alors peut-être que ce sera plus malin de faire l'intermède entre les deux, de revenir aux recherches sur l'INRA. Tu me diras, François, ce que tu en penses. Quoi qu'il arrive, je vais commencer dans cette ville de Lyon, où j'ai le plaisir de retrouver des amis personnels, donc c'est toujours une joie profonde, dans une ville qui est une ville de sciences, dans une ville qui est une ville d'art culinaire. Et on n'a d'ailleurs pas présenté le troisième larron de la troupe, je ne sais pas ce qu'il fera tout à l'heure. Je pense que parler d'alimentation, d'agriculture et d'environnement, c'est particulièrement pertinent. Alors si j'essaie de vous dire finalement de partager avec vous en quelques mots ce que nous essayons de comprendre de ce qui se passe, de ce qui s'est passé depuis quelques siècles et donc de ce qui peut se passer. Comme vous le savez, pour essayer de figurer ce qui se passera dans quelques années, il faut toujours se donner le temps de revenir dans le passé pour voir quelles ont été les évolutions dans les années passées. Donc je vais faire un exercice aujourd'hui et hier pour après arriver aux prospectives pour demain.
Finalement, l'objectif, c'est notre objectif, en tous les cas celui auquel l'Institut national de la recherche agronomique concourt, nous sommes un acteur parmi tant d'autres, c'est d'assurer la sécurité alimentaire dans le monde pour les années à venir. Mais c'est une sécurité alimentaire qu'on doit assurer à une population qui est ce qu'elle n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas, je vais vous montrer sans doute le graphique d'après. Avez-vous une idée qu'on a sur les taux de croissance de la population? On a mis 1950 ans à être 3 milliards sur la Terre. Donc presque, 19 siècles, 20 siècles pour être, même plus si vous partez du début de l'histoire de l'humanité. On a mis, disons, des dizaines de siècles pour être 3 milliards. On a mis 50 ans pour être 3 milliards de plus, entre 1950 et 2000. Et vraisemblablement, puisqu'il y a une incertitude que je vous montre là sur la courbe de droite, vous savez, les choses sont jamais extrêmement précises, mais en démographie, on peut quand même voir à peu près ce qui se passe. Vraisemblablement, on sera à peu près 9 milliards en 2050. Et si on parle souvent de la date 2050, c'est parce que d'après les travaux des démographes, ensuite, ce sera un plateau ou une légère décroissance. Bon, tout ça, bien sûr, se base sur des hypothèses de développement et du fait que le taux de fécondité des femmes diminue, en général, quand les populations se développent et ont accès à plus de biens. Donc, nous sommes dans une phase de l'humanité qui n'a évidemment pas de précédent. Et notamment du fait de cette croissance démographique. Donc je ne sais pas si vous l'aviez tous en tête, sans doute le saviez-vous, mais il est utile dans nos métiers de se souvenir que la demande alimentaire, elle vient d'abord et avant tout du nombre d'individus qu'il y a sur la planète. Donc pour revenir en arrière, donc il faut s'adapter de plus à des conditions environnementales qui changent drastiquement. Tout à l'heure, je reviendrai notamment sur le changement climatique, et avec des ressources naturelles. Ce qu'on appelle les ressources naturelles, c'est le sol, l'eau, l'air, la biodiversité, qui sont sous tension parce que de fait, au cours des années dernières, des années passées, on a beaucoup augmenté la production agricole, mais on a mis ces ressources naturelles sous tension. Donc la population augmente et à un rythme jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Je veux dire, qui peut dire que c'est un mal que l'espérance de vie augmente et chez nous comme ailleurs. Et en même temps, elle vieillit et s'urbanise. Et ça, c'est aussi historique dans l'histoire de l'humanité. Je crois que c'est il y a 2 ans que le point de croisement s'est produit. Donc désormais, il y a plus de personnes qui vivent dans des villes que de personnes qui vivent à la campagne. Et c'est une première qui, comme vous l'avez vu, ça ne va faire que continuer, puisque je ne sais pas si vous avez ces ordres de grandeur en tête, mais aux États-Unis, vous avez à peu près 78% de la population qui est urbaine. Donc une évolution, et dans les pays émergents actuellement, c'est aussi en train d'aller extrêmement vite, une évolution vers le fait que les villes se remplissent et les campagnes se vident. Le vieillissement de la population, vous voyez, c'est aussi extrêmement rapide, puisqu'on va passer normalement de 28 ans en moyenne en 2005 à 38 ans en 2050. Donc ça n'est pas seulement un phénomène de nos pays. Et il faut avoir tout ça en tête quand on parle notamment de nos métiers, c'est-à-dire d'alimentation, puisqu'évidemment on ne mange pas du tout la même chose ni la même quantité en fonction des différents âges de la vie. Le troisième élément extrêmement majeur dans ce qui est en train de se passer, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les transitions alimentaires. C'est le fait que, là aussi, depuis toujours, quand on est plus riche, on veut avoir accès à une alimentation d'abord en quantité suffisante, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est une alimentation diversifiée. Et la troisième demande, c'est d'avoir accès à des produits d'origine animale. Et ça, à part dans des pays très particuliers, par exemple comme l'Inde, où le phénomène culturel et religieux peut être dominant par rapport à l'histoire classique, de l'histoire alimentaire classique, partout ailleurs, vous le voyez, quand le pouvoir d'achat augmente, la consommation de viande augmente. Et je n'ai pas figuré ici le lait, puisque l'Inde est le premier pays consommateur de lait. Donc, c'est dire qu'avec la croissance mondiale, avec le fait que de plus en plus de pays accèdent à un niveau souhaitable de développement, nous aurons de plus une demande beaucoup plus forte de produits d'origine animale. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce genre de données, pour produire des protéines d'origine animale, il faut en moyenne dans le monde 3 calories d'origine végétale.
C'est-à-dire qu'en fait, y compris lorsque vous utilisez les déchets. Sinon, quand vous parlez dans nos pays, c'est beaucoup plus. Mais quand dans beaucoup de pays, on recycle tout. Et donc, dans le monde, il vous faut à peu près 3 calories d'origine végétale pour faire une calorie d'origine animale. Donc, vous voyez bien que tout ça fait une pression bien plus forte encore à l'avenir sur la demande agricole. Et puis, si vous ajoutez à tout ça des faits qui sont terriblement têtus, c'est-à-dire que le carbone fossile va devenir de plus en plus précieux. Le carbone fossile, charbon ou pétrole, je ne sais pas à quel prix il sera, mais ce qui est certain, c'est qu'on a, en quelques dizaines d'années, utilisé des ressources qui avaient mis quelques milliards d'années à se constituer. Et donc, le carbone fossile va devenir de plus en plus précieux. De plus, même s'il y a des débats actuellement sur le changement climatique, je pense qu'il est établi que l'utilisation de carbone fossile dégage de fait des gaz à effet de serre, quels que soient les degrés de polémique entre les uns et les autres. Et donc, qu'utiliser du carbone renouvelable, ce sera certainement une des voies d'avenir. Carbone renouvelable, c'est par exemple le carbone de la plante, qui, pour se former, utilise du gaz carbonique de l'air et de la photosynthèse, de la machine à fabriquer des molécules carbonées végétales. Et donc, dans les années à venir, nous sommes à peu près sûrs, les ordres de grandeur sont très discutés. Il y a eu un rapport de l'Académie des sciences américaine qui disait 90% en 2090, ça j'en doute. Les Américains aiment bien les chiffres ronds parce que ça se vend assez bien. Donc je crois qu'ils ont quand même beaucoup exagéré, mais quoi qu'il arrive, il y aura une demande de plus en plus forte de carbone d'origine renouvelable pour faire des matériaux, pour faire un peu de carburant, là aussi ce ne sera pas la solution absolue, pour faire des produits de base pour la chimie, parce que ça fait une chimie qui, de fait, est plus facilement des produits chimiques qui sont plus facilement recyclables, donc une tendance à là aussi demander plus de carbone d'origine agricole. Actuellement, la disponibilité alimentaire sur la planète, quelle est-elle ? Elle est de 3000 kilocalories par personne et par jour. C'est-à-dire qu'en théorie, il y a sur la planète de quoi nourrir tous les habitants de la planète. 3000 kilocalories en moyenne, ça suffit largement. Alors évidemment, les besoins varient, je vous le disais, en fonction de l'âge, de l'activité, du métier que vous avez, etc. Mais 3000 kilocalories en moyenne, ça suffit. Évidemment, c'est une situation extrêmement diverse. Et quand on a en moyenne en 1990, maintenant on est au-dessus de 4000. Mais dans les pays de l'OCDE, 3900 kilocalories à l'époque. Non, ça ce sont des chiffres de 2003. Des pays de l'OCDE de 1990. De fait, en Afrique subsaharienne, c'est 2400 kilocalories, donc pas du tout la quantité souhaitable pour ces habitants-là. Donc la situation mondiale, en théorie, il y a de quoi nourrir tout le monde, mais comme le disait Amartya Sen, une famine, ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas assez à manger. Ça veut dire que des gens n'ont pas assez à manger, soit pour des raisons d'accès, soit pour des raisons de pouvoir d'achat. Et on peut penser aux émeutes de la fin de 2008. Il y avait de quoi manger sur la planète largement, mais évidemment, ceux qui se plaignaient n'avaient pas accès à cette alimentation pour des raisons économiques. Et si je continue le panorama mondial, toujours pour avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui et donc de ce qui est possible pour demain, je ne sais pas, là aussi, si vous aviez conscience de l'importance des pertes. Alors, les pertes sont parfois des pertes normales. C'est-à-dire, vous voyez que ici, on a figuré d'abord la production moyenne globale. Donc, on produit plus de 4000 kilocalories par personne et par jour à la surface de la planète. Mais vous avez des pertes au champ. Et vous voyez déjà, après récolte, vous n'avez plus que 4000 kilocalories par personne et par jour disponibles. Ensuite, les animaux mangent, et avec le coefficient de transformation des plantes en produits animaux, vous perdez encore une grande quantité de kilocalories. Et puis enfin, vous avez tout ce qu'on appelle les pertes et gaspillages. Et quand vous regardez dans les différents pays du monde, évidemment, les pertes n'ont pas du tout lieu au même endroit. En Afrique, les pertes sont sûrement au champ, sont essentiellement au champ, et puis pendant la conservation et le transport. Vous stockez mal des céréales, elles moisissent, elles sont inutilisables. Et donc, dans les pays d'Afrique, par exemple, les pertes ont essentiellement lieu à ces deux stades de la production, transport, logistique. Dans nos pays, vous le voyez, donc là on a fait figurer le Royaume-Uni et les États-Unis, les pertes sont essentiellement chez le consommateur, c'est-à-dire dans la partie finale
de l'acte de consommation. Donc vous avez quelques pertes au champ, mais très peu. Je veux dire, objectivement, avec les produits phytosanitaires, vous avez beaucoup moins de pertes dans les champs. La conservation et la logistique sont bien faits, mais c'est ensuite dans la transformation, puis chez le consommateur, vous avez énormément de pertes. Et on estime que dans le monde entier, environ 30 à 50% de ce qui est produit dans les champs est perdu, gaspillé ou de fait n'est pas disponible du fait de la transformation. Dois-je revenir sur le fait que la répartition est inégale, c'est-à-dire qu'au même moment, vous avez des gens qui souffrent de surnutrition et des gens qui souffrent de sous-nutrition, soit de déséquilibre, soit de manque de quantité. Et comme vous le savez, la majorité des gens qui souffrent de la faim sont des petits paysans dans le monde. Le paradoxe suivant, c'est le fait que désormais, dans certains pays, on a ce qu'on appelle le double fardeau, et notamment dans les pays en développement. Ce serait trop simple s'il y avait seulement des gens n'ayant pas assez à manger dans ces pays-là. Vous avez cohabitation de gens n'ayant pas assez à manger et de gens obèses, c'est-à-dire ayant une alimentation totalement déséquilibrée. Dans les pays industrialisés, évidemment, heureusement, très peu de gens ne mangent pas suffisamment, mais vous avez une quantité croissante de personnes en surpoids. Et vous voyez donc que rien n'est simple. C'est-à-dire même dans les pays où il n'y a pas beaucoup à manger, il y a des gens qui sont en surpoids et d'autres qui n'ont pas assez accès à l'alimentation. Si je continue pour vous compliquer le paysage, mais parce que le paysage est compliqué, c'est pas par plaisir, là je vous présente l'obésité en Europe. Alors non, c'est pas qu'il y a plus d'obèses en France ou en Italie ou en Espagne ou au Portugal, il y en a en France et en Italie, il y en a moins que dans la plupart des pays du monde, mais c'est que l'obésité, c'est un facteur lié à l'inégalité sociale. C'est-à-dire que vous trouvez les obèses dans les catégories défavorisées, dans les pays pour lesquels l'index d'inégalité est fort. Donc notamment en France, en Italie, en Espagne et au Portugal, l'obésité est liée au fait que les personnes sont en conditions sociales défavorisées. Voilà, je voulais vous présenter un peu l'alimentation dans le monde, donc c'est quelque chose de compliqué. En théorie, on a de quoi nourrir l'ensemble de l'humanité, mais vous avez vu avec tout ce que je vous ai présenté que c'était un petit peu plus compliqué que cette image statistique théorique. Le deuxième chapitre que je voulais aborder sur l'état des lieux, c'est la production agricole. Alors la production agricole, au cours des 40 dernières années, elle a plus que doublé. Et quoi qu'on en pense, c'est aussi vrai en Afrique subsaharienne qu'ailleurs. Vous voyez, souvent, on a dans l'idée qu'en Afrique, rien ne s'est passé, mais c'est pas vrai. Depuis 40 ans, la production agricole a plus que doublé en Afrique subsaharienne. Par contre, et là aussi, je ne sais pas qui le savait ou qui ne le savait pas, parce que je suis certaine que certains d'entre vous en étaient totalement conscients, il y a une zone du monde qui s'est complètement écroulée en production agricole, c'est ce qu'on appelle Former Soviet Union, donc l'ancienne Union soviétique, hein, qui normalement était partie pour augmenter comme tout le monde, qui devrait être par là, et qui est là. Donc une évolution contrastée selon les grandes zones du monde, mais en moyenne, la production agricole a plus que doublé par hectare cultivé dans le monde au cours des 40 dernières années. Par ailleurs, donc si je regarde ce qui peut être facteur limitant dans le paysage, l'agriculture est le premier utilisateur d'eau dans le monde. Dans nos pays aussi, l'agriculture est le premier consommateur d'eau. Bien sûr, les centrales nucléaires, l'industrie demandent de l'eau, mais l'agriculture la consomme et ensuite, souvent, elle rejoint les nappes phréatiques. Donc, quand on voit l'augmentation de la consommation de l'eau sur la Terre, on voit qu'il va y avoir un problème d'utilisation optimale de l'eau, donc d'attention à l'utilisation à travers l'agriculture, sachant qu'évidemment, dans le doublement du rendement de l'agriculture des dernières années, l'irrigation était un des facteurs essentiels d'augmentation de la production agricole. Autre facteur potentiellement limitant, c'est le sol. Là encore, je ne vais pas m'attarder, mais savez-vous que le sol est un matériau totalement vivant? Quand on pense au sol, vous avez l'impression que vous parlez de matière minérale, mais dans 1 gramme de sol, vous avez parfois 1 milliard de bactéries. Et au fond, si le sol est fertile, si le sol permet d'y faire quelque chose, c'est bien parce c'est une machine vivante. Donc le sol, c'est un substrat minéral avec toute une machine de fermentation et
enfin de toute une machine biologique qui fait toutes ces caractéristiques. Alors sur le sol, dans le monde, en théorie, on a beaucoup de surfaces non cultivées. Donc en théorie, vous voyez, toute une partie des surfaces sont encore cultivables. Mais c'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que ce sont des travaux sur lesquels on va revenir, parce que changement climatique aidant, certaines zones vont devenir plus cultivables, quand on pense au nord de l'Union soviétique, certaines zones vont être beaucoup plus difficilement cultivables, par exemple quand on pense à l'Afrique subsaharienne. Donc là, en théorie, on a beaucoup de sols cultivables sur la Terre qui n'est pas encore cultivé. En pratique, ce sera beaucoup plus complexe que ce que ces chiffres laisseraient dire. Enfin, un petit regard sur un autre facteur qui peut être un facteur limitant pour les années à venir, c'est la biodiversité. Je vous donne un exemple, les abeilles. Les populations d'abeilles, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit en Australie, sont en train de décroître, pour des raisons qu'on essaye tous de comprendre et qui vraisemblablement sont très multifactorielles. Des problèmes de santé, des problèmes d'alimentation, des problèmes génétiques, des problèmes de produits phytosanitaires. Évidemment, l'abeille aide à produire la plupart de nos fruits ou légumes. Donc si le nombre de pollinisateurs, puisqu'au-delà des abeilles, il y a d'autres pollinisateurs, venait trop à diminuer, il y aurait un problème de production agricole. De la même manière, si la diversité des plantes diminue dans les écosystèmes, la diversité des insectes qui pourront vivre dans ces milieux changera et puis toute la chaîne s'en trouvera modifiée. C'est pour vous dire que agriculture et biodiversité ont beaucoup d'interactions dans les deux sens, favorables ou défavorables. C'est-à-dire que l'agriculture a besoin de biodiversité et la biodiversité a besoin d'une agriculture favorable à la biodiversité. Et actuellement, l'évolution est négative. Dernier facteur sur lequel il faut là aussi s'attarder quelques minutes, parce qu'on raconte beaucoup de choses en ce moment dans la presse de manière un peu rapide, c'est l'évolution climatique. Et le fait, donc, et c'est cette courbe qui est souvent commentée en ce moment, c'est le fait que le climat a toujours varié. Pour ceux que l'histoire intéresse, vous avez dû lire Le Roi Ladurie, avec ses grands cycles de climat, les glaciers, etc. Mais là, il s'est passé à partir des années, disons 50, à partir du moment où on a déstocké pas mal de carbone fossile, on voit quand même qu'il se passe des choses qui se passaient pas tout à fait avant, même s'il y a toujours eu, comme vous le voyez, des cycles lents et des cycles courts dans le climat. Et donc l'hypothèse très majoritaire, c'est que c'est l'effet de serre qui joue, et donc le dégagement d'un certain nombre de gaz. Et après, on regarde d'où viennent ces gaz dits à effet de serre. Il se trouve que les activités agricoles sont une partie, que les activités industrielles en sont une autre, que le bâtiment en est une partie importante. Et actuellement, disons au niveau mondial, l'objectif est de faire en sorte qu'on maîtrise ces émissions de gaz à effet de serre. Parce qu'évidemment, s'il y a changement de climat, changement de concentration du gaz carbonique, ça change tout à la production agricole. Dernier facteur que je voulais mettre en lumière avant de voir ce qui pourrait se passer dans les années à venir, c'est un phénomène qui est très très significatif depuis à peu près le milieu du XXe siècle. C'est le transport dans tous les sens. Vous voyagez sans doute tous beaucoup plus que les générations d'avant. On transporte les produits beaucoup plus que dans les générations d'avant. Et donc les parasites voyagent de manière aussi dense que vous-même, sous vos chaussures, dans les cajots, sous les roues d'avion, etc. Et donc désormais, alors qu'auparavant les maladies pouvaient être caractéristiques de telle ou telle zone du monde, désormais les maladies circulent complètement. On s'en est rendu compte avec le SRAS, on a eu beaucoup d'exemples dans les années passées. On sait désormais que quand une maladie a parcouru plus de 100 km, eh bien, il n'est plus possible de la circonscrire. Elle circulera dans le monde entier. Et ça, c'est simplement le phénomène de circulation globale, aussi bien des personnes que des biens qui sont échangés dans tous les sens. Et ça, pour nous, c'est quelque chose aussi de totalement nouveau. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parasites d'Amérique du Sud ou de parasites d'Asie ou de parasites d'Afrique, mais qu'il y a bien le besoin de considérer la planète comme une unité sanitaire. Qu'est-ce que tu en penses, François? Est-ce que je démarre sur les scénarios ou est-ce qu'on fait intermède? Je continue? Oui? Alors, ma deuxième partie, c'est au fond à partir de ces données. Donc, j'ai essayé de vous donner quelques ordres de grandeur des besoins alimentaires, quelques facteurs de diversité et qui expliquent pourquoi il y a toujours des problèmes d'alimentation, quelques facteurs limitants. Et là, au fond, je vais essayer avec vous
de voir ce que racontent tous ces travaux de prospective, parce que celui-là, donc, c'est l'INRA et le CIRAD qui l'ont conduit, donc des organismes de recherche français, mais tous les autres travaux que je vous ai cités, ce sont des travaux de prospective qui ont été faits dans tel ou tel pays, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au niveau mondial. Parce qu'au fond, on est tous en train de se demander, dans les conditions changeantes que je vous décrivais, énergie, démographie, transition alimentaire, besoin de carbone renouvelable, comment est-ce qu'on va nourrir la planète en 2050 ? Alors, pour ce qui nous concerne, on a travaillé avec deux hypothèses. Au fond, on s'est dit, soit ça continue comme maintenant. Hein, c'est ce qu'on appelle en bon français business as usual, c'est ce scénario-là. C'est-à-dire que on continue, le progrès technologique continue, on continue les évolutions alimentaires actuelles, et on voit ce que ça donne. Agrimonde 1, c'est quelque chose qu'on a construit de manière totalement artificielle, un scénario, en se disant au fond 3000 kilocalories, tout le monde mange à sa faim. On va prendre l'hypothèse selon laquelle sur tous les continents du monde, mais de manière différente, avec des régimes alimentaires différents, tout le monde a 3000 kilocalories, dont 500 kilocalories d'origine animale. Voilà, c'est une hypothèse qui est viable, c'est pas forcément réaliste, mais ça permet de vivre, donc ça permet de nourrir la population du monde en 2050. Alors évidemment, là vous avez la réalité de la consommation du monde en 2003, là ce que ça deviendrait dans le scénario prolongation des tendances actuelles, et là le scénario que j'ai appelé Agrimonde, donc celui selon lequel tout le monde mange 3000 kilocalories, dont 500 d'origine animale. Là, on a découpé par zone du monde, vous voyez qu'évidemment c'est extrêmement contrasté, donc là la situation actuelle, là si on continue l'évolution actuelle, donc on augmente encore les protéines d'origine animale, on augmente encore la consommation alimentaire par personne dans les zones OCDE, et ça c'est le scénario donc Agrimonde. Inversement, en Afrique subsaharienne, voilà la réalité d'aujourd'hui, voilà ce que ça donnerait si on prolongeait les tendances actuelles, et voilà ce qu'on propose dans le scénario Agrimonde. Voilà, puis j'aurais pu vous montrer ça dans chacune des zones du monde. Donc, effectivement, le scénario qu'on a choisi, c'est une stabilisation au niveau mondial de la disponibilité alimentaire avec une petite diminution des produits d'origine animale, mais quelque chose qui permet à tout le monde de vivre. Je ne vais pas vous décliner sauf si ça vous intéresse, je pourrais y revenir tout à l'heure, les hypothèses qu'on a prises pour arriver à voir si c'était praticable, zone du monde par zone du monde, quelle superficie on peut mettre en culture, avec quel rendement potentiel, quelle superficie en forêt, quelle superficie en aquaculture, quel taux de pêche, etc., parce qu'il y a aussi des poissons. Et on en conclut que oui, nourrir 9 milliards d'habitants en 2050, c'est possible, mais si d'abord, on permet aux personnes d'acheter les denrées alimentaires, et donc si on arrive à empêcher cette volatilité des prix excessive qu'on connaît depuis quelques années. Deuxième condition, c'est si on augmente l'offre, il faut augmenter les rendements, il faut augmenter les surfaces légèrement, mais dans des exigences de développement durable, c'est-à-dire en faisant attention à la déforestation, en faisant attention au type d'agriculture proposée. Si, bien sûr, on travaille sur les pertes et gaspillages, je veux dire, est-il durable? C'est une question évidemment qui se pose à nous tous, de gaspiller entre 40 et 50% de la production agricole mondiale aujourd'hui. Est-ce que c'est durable? Donc, sur quoi est-ce qu'on peut jouer pour diminuer les pertes et les gaspillages? Et puis, quoi qu'il arrive, certaines zones, même si on les aide à redémarrer leur agriculture familiale, resteront systématiquement déficitaires en production alimentaire. Je pense à la zone Afrique du Nord, Moyen-Orient, je pense à la zone Afrique subsaharienne. Et donc, c'est curieux de vous dire ça, mais objectivement, il y a intérêt à ce qu'il y ait des organisations internationales qui gendarment d'une manière ou d'une autre les commerces, parce que ces zones-là auront besoin qu'on sécurise les échanges internationaux. C'est-à-dire, si on faisait le chacun pour soi, certaines zones du monde n'arriveraient pas à nourrir leur population, qui est en plus une population actuellement en croissance forte. Alors, quelle piste? Quelle piste globalement, puisqu'au fond, pour nous, organismes de recherche, l'intérêt, c'est de se demander ce qu'il faut qu'on prépare aujourd'hui. Parce que vous le savez, en génétique forestière, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qui sera utilisé en 2050. Même si je parle en génétique bovine, c'est des constantes de temps de 10 à 20 ans.
Si je parle en génétique végétale, ce sont des constantes de 10 à 15 ans. Donc on a toujours intérêt à anticiper pas mal. Donc, pour nous, une première conclusion, c'est qu'il faut continuer à augmenter, au moins maintenir, et sinon continuer à augmenter les rendements agricoles. Mais les rendements agricoles en moyenne. Qu'il faut dépasser les frontières entre l'urbain et la campagne. Pourquoi? Et les espaces naturels. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, les populations urbaines et les métropoles ne vont pas arrêter de prendre du terrain. Et il faudrait absolument éviter qu'on continue, par exemple, à bétonner. Sinon, l'eau ne peut plus percoler et c'est de moins en moins d'eau qui rejoindront les nappes phréatiques. Vous voyez, il y a un certain nombre de questions comme ça qu'on doit poser dès aujourd'hui. Que de fait, on maintiendra, et je crois que c'est culturellement, de toute façon, une nécessité souhaitable, une diversité de systèmes de production. On ne produira jamais la même chose dans tous les pays du monde, ne serait-ce que parce que la production agricole dépend totalement des conditions agroécologiques. Et de la même manière qu'on doit, nous, en tant que chercheurs, réfléchir aux éléments qui permettent de sécuriser les échanges mondiaux. Une des conclusions qu'on en a tirées, je veux dire qu'on en a tiré très concrètement, puisque ça nous a fait démarrer un nouveau programme de recherche, c'est que les régimes alimentaires étaient une des variables déterminantes pour savoir quelle était la production agricole nécessaire dans les années qui viennent. Et d'où l'intérêt de travailler sur quelle alimentation et donc quelle possibilité d'influencer les pratiques et les régimes alimentaires des différentes populations. Donc j'en arrive concrètement à ce sur quoi nous travaillons. Ce sur quoi nous travaillons, ce sont justement les comportements alimentaires. Pour vous donner un exemple qui de fait, s'est réalisé en vraie grandeur, on sait désormais que ça ne sert à rien en matière alimentaire de dire il n'y a qu'un faucon. Globalement, nous savons à peu près les uns et les autres ce que nous devrions manger. Nous savons les 5 fruits et légumes, je crois que c'est suffisamment rentré dans la tête de tout le monde. Le régime traditionnel français était un régime équilibré, donc le souhaitable, à peu près tout le monde sait ce que c'est. Et pourtant, on constate que les campagnes d'information nutritionnelle, en général, ne sont pas efficaces si elles ne sont pas accompagnées d'un certain nombre de choses. Par exemple, si vous dites aux enfants « il n'y a qu'à manger ça », de fait, ils préfèrent les choses très sucrées, très salées, grasses en général, parce que ça capte les arômes. Donc, disons qu'entre la prescription et le comportement, il y a une vraie différence, sauf, par exemple, et ça a été expérimenté, si on met des pommes à disposition, des fruits et légumes à disposition des enfants à l'école. C'est les nouvelles opérations Mendes France revues et corrigées. Donc, on commence à comprendre comment on peut avoir une influence sur le comportement alimentaire. La prescription, le prescriptif ne sert à rien, tout seul du moins. On sait aussi désormais que les préférences alimentaires, elles se forment dès la grossesse, dès la période avant la naissance. On a des expérimentations assez intéressantes à Dijon, un self-service d'enfants de 2 à 3 ans. Ils ont déjà des préférences alimentaires à 2 à 3 ans. Quand vous regardez, ça fait 17 ans qu'on les suit, donc maintenant ils ont 20 ans, vous retrouvez des comportements alimentaires à 20 ans qui sont liés au comportement à 2-3 ans. Donc après, on s'est amusé à remonter à 6 mois. À 6 mois, les bébés ont déjà des préférences alimentaires. Donc, et différentes selon les individus. Je pense que tout le monde a expérimenté ça. Et donc, on essaye de remonter actuellement, est-ce qu'il y a un lien entre le régime alimentaire de la mère et les préférences alimentaires des nourrissons? Et tant qu'on n'a pas compris ça, c'est pas la peine de faire des recommandations alimentaires prescriptives, parce qu'une partie du comportement alimentaire sera un comportement alimentaire personnalisé. Donc, il nous faut arriver à comprendre les comportements alimentaires si on veut pouvoir dire des choses qui sont audibles par les consommateurs, puisque de toute façon, ce sont évidemment les consommateurs qui choisiront dans les pays où ils peuvent avoir le choix. Deuxième chose, c'est comment construire des aliments qui ont des caractéristiques données. Selon le support de l'aliment, vous le savez par expérience, des vitamines sont biodisponibles ou ne le sont pas. C'est pas, je veux dire, ça n'a pas le même effet de manger une vitamine C en complément alimentaire et de manger une vitamine C en support nutritionnel classique. Ça, c'est une question de matrice, c'est une question de biodisponibilité. Donc, c'est important de comprendre comment faire les aliments, comment se constituent les aliments, comment se désintègrent les aliments pendant la digestion et comment ils se rendent disponibles dans le corps. De la même manière, et là, c'est une histoire plus récente. Certains chercheurs, d'ailleurs de Lyon, sont très intéressés par ces affaires-là. On sait désormais qu'on a dans un corps humain 100 fois plus de gènes microbiens,
100 fois plus de gènes venant de microbes que de gènes humains. Je ne sais pas si vous le saviez, que votre tube digestif, c'est un fermenteur extrêmement efficace. Vous avez, je ne sais pas, en moyenne, plusieurs centaines de types de bactéries, chacun. Mais ce sont des choses qu'on n'avait pas pu étudier parce que ces bactéries ne sont pas cultivables. Donc désormais, on a des outils qui nous permettent d'aller regarder ce qu'est ce microbiote intestinal. Et évidemment, ce microbiote intestinal est essentiel pour la capacité d'assimilation, pour la réaction allergique, pour le contact entre le médicament et la santé. Donc là aussi, lien alimentation-santé, c'est tout un domaine de recherche à explorer que ce qu'on appelle le microbiote intestinal, c'est-à-dire ce milieu microbien qui est caractéristique de chacun d'entre nous. Hein. Comme nous avons notre empreinte digitale, nous avons notre microbiote intestinal. Alors on travaille donc sur goût, santé, sécurité, je vous donnais quelques exemples, sur la nutrition. Je vous donne quelques exemples de recherche en cours, comprendre et favoriser des habitudes alimentaires dans l'enfance, améliorer la santé et le bien-être, retarder la fonte musculaire, comprendre la modification des préférences ou la sécurité ou le lien alimentation-santé. Ce sont des thèmes de recherche assez importants pour parler de lien entre l'alimentation et la vie. Et le dernier thème, celui que nous explorons, et c'est suite aux travaux que je vous mentionnais tout à l'heure, c'est comment penser une alimentation pour la durabilité du système. C'est-à-dire comment, à partir des régimes alimentaires, imaginer des modalités d'élaboration des aliments, des modalités de pratiques alimentaires, des encouragements à des comportements de consommateurs, de telle manière que notre système alimentaire soit plus durable. Mais merci pour votre attention. Merci Marion pour cette conférence qui nous a fait un survol très intéressant sur un certain nombre de problèmes. Je crois que dans la troisième partie, lors du débat, il y aura un certain nombre quand même de questions. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième partie avec nos deux artistes pour voir les mots à la bouche de Duo Lalo. Elle arrive. Et le pianiste Jean-Pierre Caporossi. On vient de me faire remarquer que par rapport à notre programme, il y a eu en dernière minute un changement. Et le pianiste, c'est Guillaume Jacques, et non pas vous, mais vous m'excuserez, mais tout à l'heure, on n'a pas parlé, on a parlé d'autre chose. Allez-y. Le jour de brioche. Extrait de La Gerbe d'or de Henri Béraud. C'était la veille de l'Épiphanie, du jour des rois. Grande affaire pour la Gerbe d'or, dont les brioches étaient réputées à 10 lieues à la ronde. Un vrai branle-bas. Tout le monde s'occupait des brioches. Un de mes oncles venait tout exprès pour nous aider, et des voisins, et d'anciens boulangers. Souvent, il neigeait. Le bruit des pétrins se ouatait dans un grand silence mat. Pour soutenir l'effort de tous, ma mère sucrait de grands saladiers d'oranges baignés de cognac. On m'habillait en petit pâtissier et j'aidais à casser les œufs. On en cassait des milliers qui remplissaient 20 baquets. Mon père y versait des flacons de vieille eau-de-vie et cela faisait, avec le beurre et les fines farines de Hongrie, une pâte blonde où l'on taillait des crêtes à coups de ciseaux et que l'on dorait avant de la mettre au four. Toute la maison en était parfumée jusqu'au grenier. Des nids de gourmands venaient flairer cela jusque sur les planches dont ma courette était tout encombrée. Il y avait des brioches partout. On ne savait où les mettre et toute la nuit durant, il en sortait du four.
ce nègre attend pétrir jubile, plus noir qu'il n'a jamais été. Ce gindre attend suer scintille, on dirait une nuit d'été. Il est beau de voir la farine poudrer son grand œil africain. Il est beau de voir ses narines souffler sur l'enfance du pain. Il est beau de voir au fournil rayonner la fumante croûte. Il est beau qu'une main du Nil forme au pain son antique voûte. Ô lumière, il est beau de voir le pain blanc sortir des mains. Le pain blanc sortir des mains noires. Un des premiers petits boulots de marmiton que ma mère me confia, je devais avoir 5 ou 6 ans, fut de séparer les blancs des jaunes. À cette tâche, je consacrais une patience et un soin maniaque qui ne m'étaient guère coutumiers. J'avais à cœur de réussir une disjonction parfaite, d'autant que ma mère m'avait prévenu. Si tu laisses tomber une seule goutte de jaune dans les blancs, je ne pourrai plus les monter en neige. L'œuf est la preuve la plus éclatante du génie de l'homme. Ce qu'il a fallu de penser pour comprendre que le premier œuf pondu par la première poule du monde était comestible. Et ensuite, pour s'éloigner de la formule trop facile de l'œuf gobé frais, tout simplement. Fais-moi dans la paille un cadeau qui m'arrête chaud. Sous tes plumes douces, tu pousses, bravo. Tous les matins, pas de lapin. Au poulailler, c'est sûr qu'il y en aura un. Fais-moi à la coque, gentille cocotte tout frais. Celui que l'on gobe, l'ellipse, le globe parfait. Sur son îlot, sauver des eaux, sur sa planète, on n'aime pas les assiettes. Toi, l'unique moule qu'on appelle poule, fais-moi une boule ovale. Fais-moi une flaque, chauffée sur la plaque un soleil. Une belle tache quand le jour m'arrache le sommeil. Un œuf plat, sans falbala, un ciel tout blanc, éclairé du dedans. Toi, l'unique moule qu'on appelle poule, fais-moi une boule, je l'avale. Pour le jour de Pâques, fais-moi tout à trac, un black. La belle aventure qui dans la verdure m'entraîne. C'est pas du pique, c'est tout un choc, même les poissons dedans. Fais-moi qu'on s'amuse, un nid, le ruse, un jeu.
coquille, une maison qui brille, un toit. Contre les averses, les paniers qui versent et tout ça. Un doux cocon, papa en rond. Un petit coussin, je ferai le poussin. Toi l'unique moule qu'on appelle poule, fais-moi une boule ovale. Le chocolat, aliment complet. Le potentiel énergétique d'une tablette de 100 grammes de chocolat est d'environ 500 calories, mais cette valeur dépend de la teneur en cacao et de l'éventuelle adjonction d'autres produits, poudre de lait, sucre, etc. Pour employer le langage de la diététique, le chocolat est un aliment complet car il contient les 3 catégories de substances organiques, les glucides, lipides, protéines, ainsi que plusieurs substances minérales, potassium, magnésium, phosphore en quantité importante, calcium sous forme d'oxalate, fer et sodium en petite quantité. En outre, des vitamines A1, B1 et B2 et des phylostérols voisins des provitamines D et E. L'analyse d'une tablette de chocolat révèle la présence de plusieurs substances aux propriétés toniques, stimulantes ou antidépressives. Thébromine, caféine, phényléthylamine, Il est pourtant possible d'expliquer, en termes sans doute moins élégants que ceux employés par ce brillant Savarin, les effets dérivés de la consommation d'une tablette de chocolat. Le chocolat est une passion dévorante. Elle servait au café Linzer du mocha dans une aiguière, dans un beau service en argent, le matin aux riches passants, femmes du monde et hommes d'affaires, qui avaient le temps de ne rien faire, qui avaient le temps d'être élégants, qui lui laissaient chapeaux et gants. C'était à Vienne, avant la guerre, elle servait au café Linzer. Elle servait au café de Mel, en tablier de dentelle, comme un bijou dans sa robe noire. Ah, ce qu'elle était jolie à voir, esquissant la révérence, quand une dame d'importance commandait dans l'après-midi un Darjeeling et des blinis. On respectait la clientèle, elle servait au café de Mel. Elle servait au café Landmann avec des grâces de liane, des crèmes et des sabayons, et son profil de médaillon se penchait sans un regard vers les clients trop bavards, les artistes et les mélomanes dans les nuages de Havane. Avec des grâces de sultane, elle servait au café Landmann.
Elle servait au café central, près du palais impérial, dans des paquets enrubannés, des pyramides compliquées de marzipan, de strudel, pour la veillée de Noël. Et c'était la reine du bal, sous le grand lustre de cristal, la demoiselle provinciale qui servait au café central. Aujourd'hui au café Linzer, y a plus de serveuse ni d'éguerre, mais sur les banquettes en velours planent les fastes des Habsbourg, et c'est tout Vienne qu'on revoit dans une tasse de chocolat, dans le reflet de la cuillère où semble valser comme hier la silhouette familière qui servait au café Linzer, qui servait au café Linzer. Si les fiancés pouvaient observer leur futur à l'heure des repas, cela éviterait beaucoup de malentendus et de divorces. Question. Elle a bon appétit, mais ne se hâte point. Elle prend son temps, accueillant également chaque plat sans y revenir jamais. À quoi pensez-vous? Épousez-la. Elle est sérieuse, patiente et dévouée. C'est la compagne des bons et des mauvais jours, celle qui ne désirera que ce qu'elle possède. Elle a gros appétit et elle se hâte, comme si elle était pressée par l'heure d'un train dans un buffet de gare. Et elle rit franchement entre les bouchées. Vous aurez là une femme excellente, un peu ronde et brusque. Son amour sera peut-être tyrannique, mais il sera aussi robuste et solide. Souvenez-vous qu'elle reprend toujours d'un plat qui lui a plu. Elle met de chaque côté dans son assiette, soigneusement à gauche l'ami, à droite la croûte. Vous ne la connaîtrez jamais complètement. Elle est ambiguë et méthodique, froide et secrète, car une femme sûre mange la croûte avec l'ami. Elle déchiquette sa côtelette comme un poisson pour n'en sucer que l'os. Elle cherche de la pointe de son couteau une boulette de moelle. Méfiez-vous, elle est chicanière et soupçonneuse, jalouse aussi. Elle fouillera dans vos poches quand vous changerez de veston. Et si elle n'aime que le croupion, le cou et la peau grillée de la carcasse, jetez votre serviette, quittez la table et fuyez! Par la vitre de mon ventre, mesdames, messieurs, approchez. Là, sous la toile de tente, le spectacle a commencé. Par la vitre de mon ventre, mesdames, messieurs, approchez. Pour un billet de 50, on en reste bouche bée. La grande roue et le tunnel, la merveilleuse
douce poubelle, le moulin à 2 entrées n'est collé à la vitrine de mes crèmes et de mes crimes. Il y a tous les fruits du péché. Par la vitre de mon ventre, mesdames, messieurs, approchez. Il y a du grain dans la soupente lorsque c'est jour de marché. Par la vitre de mon ventre, mesdames, messieurs, approchez. Ma fenêtre pantelante, c'est bien mieux que la télé. Par la vitre de mon ventre, l'inéluctable descente dont je suis le sablier. Défilent les victuailles, les douceurs, les cochonailles, le vin sous mon tablier. C'est une intime popote, une vie qui se mijote. Y a à voir et à ranger. Les fonds brûlés de cocotte et mes amours en compote dansent devant le buffet. Quand vient la grande famine, il faut bien que je rumine mes conserves périmées. Quand s'installe la disette, je me fais avec les miettes un beau sandwich au passé. Par la vitre de mon ventre, mesdames, messieurs, approchez. Si l'expérience vous tente, si vous aimez le danger, pénétrez dans la charpente et montez jusqu'au grenier. Vous visitez ma géante statue de la liberté, comme la nature est bien faite, qui habille nos squelettes d'appétit démesuré. Pour oublier que nous guette une éternité de diète, un avenir tout mâché. De mon ventre, mesdames, messieurs, approchez. Quand j'aurai passé 90, il y aura encore un becté. Festoyons avec les restes, depuis le temps que je leste mon précieux garde-manger. Le goût de la bonne graine, bonhomme, c'est par les gonzesses qui se transmet. Une fille sérieuse qui se trouve régalée par un plat, elle fonce régule à la cuistance demander la recette. Elle prévoit l'avenir, le moment où elle s'établira. Prend une gagneuse qui tournait normalement 6 mois à Nantes, à Aix-en-Provence, 6 mois à Dijon, 6 mois à Sète. En 2 piges, elle avait dans son arsenal le brochet beurre blanc, la daube provençale, le coq au vin et la bourride. 6 mois encore à Reims et cette nana devenait connaisseuse en champ. Le claque, bonhomme, le claque, c'était l'académie occulte des traditions gastronomiques. Pour un Paris-Brest, je retournerai ma veste. Et pour un millefeuille, je vendrai des cercueils. Pour un framboisier, j'irai même jusqu'à Béziers. Pour un calisson, je porterai des caleçons. Pour une tartelette, je ferai de la mobilette. Pour une frangipane, je ferai le coup de la panne. Pour une religieuse, je deviendrai pieuse. Pour une duchesse, je monterai jusqu'à mes fesses. Pour un opéra, je ferai petit rat. Pour un chou à la crème, je ferai même carême. Un Saint-Honoré garni de ses fraises serait mon péché, pourvu qu'on le taise. Et les petits fours, si malin plaisir, j'en ferais le tour si je savais choisir. Pour une meringue, dans une seringue, pour un macaron, dans une perfusion, pour une cassonade, je pourrais même tomber malade. Pour des profiteroles, je jouerai la folle. Pour une tarte aux noix, je deviens baba. Et pour un baba, je casse les
des noix. Pour une forêt noire, je ferai le trottoir. Pour une tête de nègre, je ferai semblant d'être maigre. Pour une chipiste, j'irai même jusqu'à lire Proust. Pour une ganache, je porterai des moustaches. Pour un chou à la crème, carême. Pour les mignardises et la crème au beurre, j'irai à ma guise chez l'ambassadeur. Ces conversations, ces réceptions sont à ce qui paraît toujours un succès. J'ai succombé au charme des knieplates sungoviens ou beignets de genoux. Un vieux paysan m'en a conté la recette dans le sud de l'Alsace. Prenez des genoux de femme, bien ronds et lisses, étalez dessus une petite coulée de votre pâte à beignets, tapotez fermement, puis appuyez de telle sorte que la pâte prenne bien la forme du genou. Décollez-la d'un geste vif et plongez aussitôt dans votre friture de façon à conserver ce bel arrondi. Il ne m'a pas précisé si la cuisinière et celle qui prête ses genoux étaient une seule et même personne. Je tendrai à répondre par la négative. Sinon, les beignets de genoux risqueraient d'être salés par la sueur de celle qui est au fourneau. Et si c'était là, justement, que résidait le secret de leur réussite et de leur excellence? Le vieil homme se souvenait d'une enfance heureuse. Les femmes, afin de lui préparer une gâterie, troussaient leurs jupes sur leurs cuisses aussi douces et blanches que la farine. Et peut-être à ses yeux, seul le contact entre une chair féminine et la pâte conférait-il à cette friandise sa succulence. J'ai couru les vieux chemins, mon enfance dans les mains, cherchant les palais, les ors des festins d'alors. Quand j'étais la châtelaine, une cour et d'un vieux chêne, quelques fillettes soumises m'offraient des cerises. Oh, précieuse cantilène du pays j'étais reine, oh, précieuse cantilène, oh, précieuse cantilène du pays j'étais reine, oh, précieuse cantilène. J'ai couru les vieilles terres, mon enfance dans la chair, cherchant les palais, les ors dont je rêve encore. Quand je régnais sans partage sur mon futur héritage, les mères à la cuisine, l'amour en tartine. Oh, précieuse cantilène du pays j'étais reine, oh, précieuse cantilène, oh, précieuse cantilène du pays j'étais reine, oh, précieuse cantilène. Mais où sont les saveurs? Il n'y a que mon cœur qui en est souvenance. Et les fameuses odeurs noyant au goût d'amande, vous qui noyez mon cœur, je vous en redemande. J'ai couru les pauvres ruines avec l'enfance babine, cherchant ce qui s'évapore des vieilles amphores. J'étais pourtant sommelière,
sans jamais vider un verre, un simple morceau de pain touchait au divin. Oh, précieuse cantilène du pays où j'étais reine, oh, précieuse cantilène, oh, précieuse cantilène du pays où j'étais reine, oh, précieuse cantilène. Mais où sont les saveurs, silencieuse évidence, il n'y a que mon cœur qui en est souvenance. Et les fameuses odeurs, noyaux au goût d'amande, vous qui noyez mon cœur, je vous en redemande. J'ai couru les vieux chemins, mon enfance dans les mains. Je crois qu'on peut applaudir les artistes pour cette soirée, puisque par rapport à ce qu'a dit Marion Guillou, vraiment on a une suite et ceci. Hein, c'est pas tout à fait la même, c'est mieux, oui, d'accord, c'est meilleur. Est-ce que je peux dire un tout petit mot, Monsieur Juillet? Je voulais juste redonner le nom de Guillaume Jeanne, donc qui a remplacé Jean-Pierre Caporossi, qui n'a pas pu être là ce soir. Et donc Guillaume, j'ai un grand plaisir à le retrouver autour de ces chansons qui se jouaient donc ce soir pour la première fois. Voilà. Alors, maintenant nous allons. Est-ce que Bernard, tu peux éclairer s'il te plaît? Merci. Maintenant, nous allons ouvrir le débat pendant une petite demi-heure que nous avons devant nous. Alors, je rappelle que ceux qui veulent prendre la parole lèvent le doigt, on leur passe le micro et pose leurs questions pour que soit Marion, soit nos artistes puissent leur répondre. En sachant que ce qu'il faut, c'est ne pas refaire la conférence, être suffisamment bref pour qu'on ait le temps, que tout le monde ait le temps de dire ce qu'il souhaite poser comme question. Alors allez-y. Sécuriser les échanges mondiaux, parce que si l'on dit 5 légumes et fruits par jour et que les haricots viennent du Kenya, que les fruits viennent du Chili, en plus la viande viendra des États-Unis, est-ce qu'on ne contribue pas là à l'effet de serre par le coût du transport? Oui, ça n'est pas ce que ça voulait dire. Sécuriser les échanges mondiaux, ça veut dire être sûr qu'on pourra effectivement envoyer dans les pays qui seront déficitaires la quantité de denrées qui leur manque. Ça ne veut pas dire de faire des choses écologiquement ou économiquement absurdes. Je veux dire, c'est simplement être sûr qu'on puisse combler les déficits, ce qui restera la situation de certains pays du monde. Ah non, la France n'est pas déficitaire. Je vous ai demandé de lever le doigt pour poser votre question, étant donné que il faut prendre le micro, étant donné que tout est enregistré pour être mis sur Internet. Alors, si vous posez votre question sans micro, ça nous pose un problème. Oui, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, si vous prenez une carte IGN des années 70 de la périphérie bruxelloise, vous vous rendez compte qu'il y a des hectares et des hectares de serres, et donc avant les camions espagnols, avant les autoroutes, apparemment il y avait visiblement une production légumière considérable dans nos régions. Il en reste encore un petit peu, mais je pense qu'il faut soutenir par nos achats les productions locales, qui par ailleurs, bon, il faut savoir qu'en on cueille des fraises à Murs, à Valence, à Barcelone, elles sont foutues. Hein. Donc du coup, on cueille des fraises vertes qui n'ont aucun goût. Et moi, je préfère attendre les fraises des Monts du Lyonnais. J'avais une question à poser. J'ai entendu, mais c'est une rumeur, mais qui quand même
en langage diplomatique, un peu confirmé par une déclaration du président Sarkozy à l'époque où la France présidait l'Union européenne. Il a dit que c'était important de conserver le stockage public des céréales. Il faut savoir que la Révolution française a été provoquée par des mauvaises récoltes et par des spéculations par des acteurs privés sur les céréales, et que c'est donc quelque chose de vital pour les sociétés humaines de pouvoir stocker de façon désintéressée, c'est-à-dire que ce soit des acteurs publics et non pas des acteurs privés à but lucratif qui stockent ces céréales. Et ça, donc du coup, est-ce que vous avez des informations sur le fait que... Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Oui, monsieur Parce que d'autres personnes veulent prendre la parole. Oui, mais bon, on a aussi le droit d'apporter des choses au débat. Hein. Donc du coup, voilà, est-ce qu'il y a des forces actuellement qui essayent de supprimer ces stockages publics? Parce que c'est quelque chose d'inquiétant si c'est le cas. Et quelles sont ces forces? Alors, tout d'abord, quand on parle de système alimentaire durable, ça peut être aussi de reprivilégier certains circuits courts. Hein. Ça n'est pas du tout antagoniste du fait que certaines zones du monde n'auront pas assez de denrées pour se nourrir. Sur le deuxième point, objectivement, c'est à nouveau au goût du jour parce que, de fait, dans les différentes régions du monde, en même temps, et pour des raisons sans doute assez semblables, c'est-à-dire que les personnes considéraient que la nourriture était abondante, les stocks de céréales ont diminué, à la fois en Asie, aux États-Unis, en Europe, dans la même période. Et c'est une des raisons, parmi d'autres, qui a été la cause de la volatilité des prix. Parce qu'évidemment, quand des spéculateurs ont envie d'intervenir sur une denrée, s'ils savent qu'il y a des stocks publics qui peuvent être relâchés, ils perdent tout. Tandis que s'il n'y a plus de stock public, de fait, il y a possibilité de spéculation sur des marchés plus faciles. Et donc, une des hypothèses évoquées en ce moment dans le monde, si on veut diminuer la volatilité des prix, c'est effectivement de reconstituer dans plusieurs zones du monde des stocks de céréales. Et je suppose que c'est à ça que vous faisiez allusion. J'avais une question sur le bio. Est-ce que vous considérez que le bio est une rêverie de pays riches ou est-ce qu'il pourrait faire partie d'une des solutions pour l'alimentation de l'humanité en 2050 ? Ça dépend ce qu'est le bio. Objectivement, le bio, définition réglementaire européenne, a un rendement, disons, quelques dizaines de pourcents inférieur à l'agriculture dite conventionnelle. Donc après, inversement, si vous regardez l'agriculture qui se pratique dans certaines zones du monde, elle s'appelle pas bio, mais elle n'utilise pas beaucoup de produits chimiques de synthèse, elle n'a pas beaucoup de semences qui viennent d'ailleurs. Donc, si on généralisait le modèle bio par rapport au rendement actuel, par exemple dans nos continents, on perd 30% de production. Donc là, il y a un vrai problème. Maintenant, si on considère que le bio, c'est le modèle partagé dans lequel on raisonne l'agriculture, c'est faisable. Donc ça dépend de la définition du bio. C'est pas le bio tel qu'elle est définie par la réglementation européenne dont vous parlez, je pense. Une autre question, s'il vous plaît. Ici. Je sais pas. Oui, sur le bio, les chiffres sont... Je suis ici. Les chiffres que j'avais n'étaient pas tout à fait ceux que vous donnez sur les 30%. Et puis ensuite, il y a un problème de prix, de rééquilibrage de prix. Au niveau aussi des budgets, entre autres de l'INRA, je crois savoir que les budgets pour l'étude, la recherche du bio restent très 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 faibles et que les autres... 140 personnes. Oui, en pourcentage pour l'INRA, c'est, je crois, pas beaucoup. Par rapport aux gens qui travaillent sur l'agriculture, oui. Disons qu'on travaille sur tous les types d'agriculture. Le bio, elle est un 5e. Bon, j'ai entendu sur l'agriculture, nos travaux sur l'agriculture. D'accord. Mais je crois qu'il y a un réel problème de budget, effectivement, aussi bien au niveau de la recherche qu'au niveau de la réorientation des subventions. Et apparemment, aujourd'hui, le Grenelle semble mal barré, si j'ai bien compris certaines réflexions, entre autres de notre président. L'autre aspect, c'est le poids. Vous avez parlé d'études très intéressantes de l'INRA aussi sur la consommation, sur les consommateurs. Le problème, c'est qu'il y a quand même une forte influence de la publicité et des lobbies de l'agroalimentaire
qui donnent une orientation sur des produits industrialisés, de préférence, qui ont gustativement, qui peuvent être très, très appréciables. Mais de l'autre côté, ce qu'il ne faudrait pas rééquilibrer aussi les budgets sur les consommateurs, enfin les associations de consommateurs et éventuellement les chercheurs de l'INRA pour influencer justement au niveau du grand public cette consommation. Je n'ai pas bien compris votre suggestion, c'est-à-dire d'avoir plus de budget pour des actions collectives finalement. Est-ce que c'est bien ça ? Oui, oui, tout à fait, oui, parce que on parle effectivement beaucoup de 5 fruits et légumes, seulement quand on voit la publicité sur les produits fabriqués, industriels, que ce soit sur les viennoiseries, que ce soit sur les desserts, que ce soit chocolaté ou lacté, l'INRA et les associations de consommateurs sont loin de faire le poids, ou des diététiciens. Je ne dirais pas l'inverse. De fait, nous sommes là pour éclairer les décideurs quand ils nous le demandent, sinon pour innover, pour produire des connaissances. Mais de fait, nous avons une part de voix dans la diffusion vis-à-vis du grand public qui est minuscule. Donc, en fait, on informe les associations, on informe les intermédiaires, en pensant que ces intermédiaires pourront utiliser ce qu'on leur dit. Mais on ne fait à peu près pas de communication directe au grand public. On n'a pas les moyens. Je veux dire, ce sont des moyens de communication énormes qu'il faudrait si on voulait informer directement le grand public. Alors oui, les publicités ne sont pas toujours en faveur de l'équilibre diététique. Si c'est ça que vous sous-entendez, je pense qu'on peut partager cette conclusion. Oui. Les cultures associées traditionnelles utilisent peu d'intrants et elles sont, selon les conditions pédoclimatiques, des associations de 2 plantes ou des associations d'une douzaine de plantes. Ne pourrait-on pas les remettre au goût du jour, les maintenir déjà dans les pays où elles existent et les remettre au goût du jour dans les pays où elles ont disparu, comme l'Europe? J'ajoute que ces productions produisent 10 à 50% de plus que les cultures monoculturales intensifiées. Oui, mais visiblement vous avez l'air de connaître le métier, donc vous savez aussi qu'on gagne moins bien sa vie en faisant ce genre de culture mixte. Faux. Bah, j'ai des preuves de culture en région Bani-Leke et Bamoun où on produit avec 12 plantes 125 000 francs CFA en 70, alors qu'on mangeait sa culotte avec de la monoculture de maïs, d'arachide et de soja. Écoutez, permettez-moi de vous dire que si on gagnait mieux sa vie en faisant ce type de culture qui est souhaitable pour l'agronomie, c'est souhaitable pour le sol, la diversification est souhaitable du point de vue agronomique, si on gagnait mieux sa vie comme ça, le bon sens paysan aurait tendance à les pratiquer. Et une de mes conclusions, permettez-moi d'aller jusqu'au bout, une de mes conclusions, c'est que si la société considère qu'il est souhaitable que l'agriculture ait tel ou tel type de pratique, il faut que les politiques publiques, les politiques agricoles, permettent d'être mieux rémunérées en ayant ce type de pratique qu'en ayant des types de pratiques de monoculture. Et que c'est pas forcément le cas. Je vais vous donner un exemple tout simple. On sait qu'il faut que agronomiquement, il serait bon de cultiver plus de pois en alternance avec d'autres types de cultures dans nos latitudes. Et pourtant, les gens ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, la politique agricole commune est défavorable à la culture de pois. Donc, certes, il y a ce qui est bon agronomiquement, mais vous ne pouvez pas empêcher les acteurs de prendre des décisions correspondant aux signaux économiques. Donc, il est souhaitable, quand on sait que quelque chose est bon agronomiquement, que les signaux économiques et les signaux des politiques publiques aillent dans le même sens. Oui, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, dans les pays africains où il n'y a aucune aide, aucune PAC qui, comment dirais-je, qui fausse les problèmes, les paysans africains n'ont jamais passé à la monoculture intensifiée parce que c'était pas rentable. Et ils préféraient conserver leurs pratiques traditionnelles qui étaient bien plus rentables malgré ce que l'on disait. Et c'est pour ça, et ça explique l'échec de l'intensification monoculturelle en Afrique. Et le fait de cultiver en association et non pas en alternance pourrait très bien, en Europe, apporter des gains supérieurs à la monoculture. Oui, si les conditions économiques rendaient ce choix plus favorable. Nous rejoignons sur le fait qu'agronomiquement, pratiquer les vrais prix et non pas des prix faussés par les subventions. Bon.
Une question? Madame, dans les facteurs qui font évoluer les productions, vous n'avez pas évoqué l'aspect géopolitique et de sécurité dans certaines zones qui réduisent les possibilités des paysans dans leur production, sachant qu'un paysan, lorsqu'il n'est pas en sécurité, produit mal, et qu'un paysan qui a été chassé, il n'y a plus personne qui reprend derrière. Vous avez des zones en Europe, et je parle de l'ex-Yougoslavie, où en moins d'un an, il n'y avait plus personne sur 100 km, et donc on ne fait pas revenir les gens dans les campagnes pour produire. Voilà, donc ça c'est un des aspects importants. L'autre question que je voudrais, c'est, on voit que dans nos sociétés, quand même, la part du budget consacré à l'alimentation se réduit. Donc, quel est le rapport avec, je dirais, les possibilités financières des ménages dans les sociétés modernes par rapport à cette tendance des sociétés développées? Alors sur le premier point, je vous rejoins totalement, parce que quand je vous montrais les chiffres de personnes qui avaient faim dans le monde, la plupart se situent dans des pays en crise. Crise, guerre, défaut d'acheminement parce que les voies sont pas fréquentables, donc je vous rejoins totalement. C'est-à-dire qu'on a un lien très souvent direct entre les pays où les zones où les gens ont faim et les zones qui sont disons, non sûrs, pour reprendre votre expression. Sur le deuxième point, je crois qu'actuellement, on doit en être à 14% du budget des ménages qui est consacré à l'alimentation chez soi ou hors foyer. Évidemment, dans les années 60, enfin, vous savez bien que depuis, ça n'a pas arrêté de diminuer. C'est-à-dire qu'il y a certains pays où les gens consacrent tout leur budget à se nourrir. Pour parler de nos pays, on était à 50% il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire dans le siècle précédent, on était à 50% du budget après-guerre. Donc c'est dire que ça a été considéré par les uns et les autres comme un progrès, le fait qu'on puisse acheter des téléphones portables, avoir des loisirs. En fait, c'est objectivement un des problèmes aujourd'hui, c'est que la rémunération de la chaîne n'est plus du tout la même que celle qu'elle a été à une époque. Après, c'est une question de choix des consommateurs. C'est-à-dire, quelle part de votre budget êtes-vous prêt à consacrer à l'alimentation? Ça dépend des gens, et puis ça dépend des moments. C'est-à-dire que vraisemblablement, tous autant que nous sommes, pour un moment festif, on consacrera plus que pour l'alimentation de tous les jours. Aujourd'hui, de fait, la part du budget des ménages consacré à l'alimentation n'arrête pas de baisser, et chez les jeunes, elle est encore plus faible que dans la moyenne de la population, donc vraisemblablement ça va continuer. Monsieur? Oui. Qu'est-ce que vous pensez des OGM pour diminuer les intrants et augmenter les rendements? La question, oui. Les organismes génétiquement modifiés, je veux dire, il y en a autant que d'OGM. Je veux dire, il n'y a pas, pour moi, c'est pas une catégorie homogène. C'est pas pareil de faire une semence résistante à un herbicide et de faire une semence résistante à la sécheresse ou à un parasite. Et je pense que l'utilité publique de la résistance à la sécheresse est plus forte que l'utilité publique de la résistance à un produit de traitement. Merci. Mais de fait, il est possible, enfin en tous les cas en tant qu'organisme de recherche agronomique, nous voulons rester compétents sur les OGM parce qu'on se dit que selon les circonstances dans lesquelles on aura cultivé dans les années d'après, et pour éventuellement diminuer l'usage de certains produits de traitement contre les parasites, on aura peut-être besoin d'OGM. Donc pour ce qui nous concerne, nous cherchons à rester compétents sur les OGM. Monsieur? Je pense que nous sommes, d'après ce que vous nous avez dit, est-ce qu'on peut savoir par ailleurs, prêts techniquement à nourrir la planète en 2050, enfin je ne serai pas là pour le voir, mais c'est pas important, ça c'est pas important. Mais ça demande, à mon avis, une harmonisation des politiques mondiales. C'est pas dans un petit coin français qu'on va faire quelque chose. Quand ces politiques mondiales se heurtent aux intérêts régionaux, nationaux, mondiaux, de gens qui veulent sauvegarder
Et la question que je vous poserai, c'est quel est, à votre avis, l'organisme politique qui serait capable vraiment d'organiser les choses pour que tout le monde puisse bouffer à sa faim? Merci de ne pas répondre. Vous avez donné la réponse vous-même. Disons qu'il y a une organisation... Non, on pourrait faire mieux. Je dis non, on ne peut pas raser gratis. Hein. On ne peut pas considérer qu'il n'y aura plus de guerre, qu'il n'y aura plus de crise, qu'il n'y aura plus de gens qui empêcheront que les routes soient sûres. Actuellement, comme je vous le disais, il y a déjà assez, en théorie, pour que tout le monde mange à sa faim, mais il y a une question de pouvoir d'achat, il y a une question de distribution, il y a une question de conservation. Donc, la recherche ne rase pas gratis, hein, donc on n'a pas la solution. Ce que je peux vous dire, c'est que par contre, on peut proposer des bouts d'idées. Par exemple, pour stabiliser les prix agricoles, on est certain, ce que disait monsieur, de reconstituer des stocks des stocks publics de céréales dans certaines zones du monde, c'est une manière de lutter contre la spéculation sur le prix des céréales. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des éléments d'idées donnés à nos décideurs. Mais franchement, vous avez fait la question et la réponse. Oui, bonsoir. Une question. Vous avez dit dans les pistes que vous avez listées, dépasser les frontières entre urbain, campagne et espace naturel. Bon, la France notamment s'urbanise. L'agglomération parisienne, c'est de l'ordre de 12 millions d'habitants. L'agglomération lyonnaise, c'est 1 million 300 000. C'est de l'ordre de 1 million 300 000 habitants. On sait qu'il nous faut 5 fruits et légumes. Il y a cette idée de les avoir à côté de chez soi, autour des agglomérations. Alors, il y a cette idée-là de ceinture alimentaire autour des villes. On parlait des maraîchages. D'ici une vingtaine d'années, que pensez-vous de cette idée-là et que peut faire l'INRA par rapport à ça? Mais le bilan écologique, par exemple, des fruits et légumes, c'est pas une idée simple. Un fruit qui voyage par bateau, en coût écologique, s'il est cultivé dans un pays chaud, il sera bien plus favorable qu'une tomate cultivée sous serre en Hollande. Et si on habite dans une ville de Hollande, le bilan écologique de la tomate cultivée à côté de chez soi sera bien plus mauvais que le bilan de la tomate marocaine transportée par bateau. Donc, je veux dire, les idées, il est difficile, si on parle seulement d'écologie, il est difficile de dire le circuit court est systématiquement meilleur que le circuit long. Cela dit, il y a des circuits qui sont complètement absurdes, des allers-retours qui sont complètement absurdes, des transports par avion qui sont complètement absurdes. Donc je dirais, il faudrait chaque fois qu'on parle d'une solution, se demander quel est le bilan global si votre objectif est un objectif écologique. Mon objectif était, et vous l'avez compris, parce que je crois que c'est ce que vous avez dit, était plus un objectif d'insertion et de cohabitation entre les différents types d'activités. Par exemple, dans les mégapoles d'Asie, actuellement à Shanghai, il y a un projet, à côté de Shanghai, il y a un projet de production au sein de la ville. C'est-à-dire comment faire en sorte, dans ces pays dans lesquels les villes n'arrêtent pas de grandir et les surfaces cultivables n'arrêtent pas de diminuer, comment faire en sorte d'assurer un certain niveau de sécurité alimentaire. Et donc là, il s'agirait plus de sécurité que de bilan écologique global. Chez nous, ça peut être une manière de vouloir avoir des campagnes qui vivent, de vouloir avoir des circuits directs pour qu'une certaine agriculture périurbaine puisse continuer à vivre, parce que finalement, avoir une campagne vivante, c'est pas désagréable. Donc on peut avoir différents types d'objectifs en souhaitant ce que j'avais mis sur le transparent, c'est-à-dire que vraisemblablement, il sera souhaitable de réinventer des modes de ville et de campagne mieux insérés les uns dans les autres dans l'avenir. Avant de vous donner la parole, je voudrais intervenir d'une part pour Madame Dioulalo et d'autre part poser une question là, sur les problèmes de nourriture. Il y avait un transparent tout à l'heure qui montrait que la consommation d'eau était beaucoup plus importante avec les végétaux et tout ce qui était agricole. Alors si on veut augmenter le rendement de l'agriculture, comment faire pour éviter de consommer encore plus d'eau? Il faut trouver ou lancer une nouvelle politique sur l'eau ou de nouvelles technologies pour avoir de l'eau utilisable par les végétaux. Alors, en gros. Il y a beaucoup de solutions possibles. D'abord, quand vous faites de l'irrigation,
si vous faites du goutte par goutte, vous économisez beaucoup plus d'eau que si vous mettez des canaux à ciel ouvert. Enfin, vous évitez la transpiration. Si vous avez, par exemple, des maïs précoces, le maïs, c'est une plante qui consomme pas énormément d'eau, mais le problème en France, c'est qu'elle consomme l'eau au moment où tout le monde consomme l'eau. Donc dans le sud-ouest de la France, ça pose des problèmes d'approvisionnement. Imaginez qu'on arrive à sélectionner des maïs un peu plus précoces. À ce moment-là, vous avez moins de problèmes d'utilisation d'eau. Donc ça peut être des problèmes de système de distribution, ça peut être des modalités d'adaptation de la plante, ça peut être des modalités agronomiques qui permettent de mieux retenir l'eau à côté de la plante. Donc on a beaucoup de pistes de recherche pour faire en sorte de mieux utiliser l'eau sur la surface de la Terre. Et je redonne l'exemple des surfaces bétonnées. Je veux dire que dans nos pays, les surfaces couvertes augmentent à une vitesse extraordinaire. Moi, ça m'a toujours étonné qu'une des premières décisions des maires ne soit pas d'empêcher les parkings imperméables. Parce qu'évidemment, après, l'eau ruisselle et elle s'évacue immédiatement au lieu de percoler. Et c'est collectivement un gaspillage d'eau. Voilà, donc on peut imaginer des tas de micro-solutions pour avoir une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau. D'accord. Alors maintenant, je voudrais poser à Guy Lalo une question peut-être indiscrète, mais je voudrais savoir, à la suite de cette conférence scientifique, de ce que vous avez fait vous, est-ce que ça vous a donné, peut-être pas tout de suite, mais on aura peut-être l'occasion de se revoir pour d'autres conférences, est-ce que ça vous a donné des idées pour développer quelque chose ultérieurement? Je vais peut-être prendre un peu de temps avant de vous répondre. Ben alors d'accord, on peut passer à une autre question. Non, mais non, effectivement, voilà, c'est un fourmille de thèmes, mais ce sont des grands thèmes nobles et j'ai toujours du mal à m'attaquer de face. J'ai toujours du mal à l'idée de m'attaquer de face à quelque chose d'imposant, de sérieux. C'est vrai que j'aime bien rentrer par les petites portes dans les idées. Donc il faut que ça infuse un peu et puis trouver des angles d'attaque. Voilà, je pense que c'est ça. Ok. Madame, allez-y. Oui, bonsoir madame, merci beaucoup pour votre intervention. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous dites que dans les pays en voie de développement, enfin, certains d'entre eux, il y aura forcément un déficit à l'avenir. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire? Est-ce que même si on augmente les rendements, l'irrigation, les OGM, est-ce que c'est dû à un manque d'eau, à la qualité du sol ou à d'autres circonstances? Alors la réponse, évidemment pas qu'on ne peut rien faire, puisque ne serait-ce que promouvoir une agriculture, investir pour qu'ils aient des semences. Vous savez, les rendements, c'est de 1 à 1000 dans les différentes zones du monde. Quand vous n'avez pas de semences, quand vous n'avez pas d'engrais, quand vous n'avez pas d'outils, vous avez un rendement qui est à peu près 1000 fois inférieur de l'agriculture qui se pratique dans d'autres pays. Donc, de fait, il y a beaucoup de choses à faire. Mais du fait des circonstances climatiques, ne serait-ce que ça, du manque d'eau, de la qualité de la terre, il y a des zones qui n'arriveront pas à se nourrir, même si on leur fournit les facteurs de production. Et d'où l'idée qu'il faut pouvoir, pour ces zones-là, leur fournir ce qui leur manquera. Ça n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'investir dans leur agriculture pour qu'ils puissent développer leur agriculture. Et d'ailleurs, pour ceux qui... Alors c'est un peu sérieux, je le reconnais. Moi j'ai beaucoup apprécié l'épisode, au moins, voilà, ça parle à tout le monde. Vous avez la chance que ça parle à tout le monde. Voyez, tandis que finalement, quand je parle des statistiques de production agricole, c'est un petit peu moins charmant. Donc, effectivement, on peut faire beaucoup de choses dans les zones dans lesquelles l'agriculture n'est pas très développée. Et le rapport de la Banque mondiale de 2008 a enfin compris que si on voulait développer le monde, il fallait réinvestir dans les agricultures du monde. Et ça fait des années qu'ils désinvestissaient. Ils considéraient qu'il fallait investir dans l'industrie, dans la concentration urbaine. Ils avaient passé de 20% à 3%, je crois, leurs interventions vis-à-vis des agricultures du monde. Et ils se sont rendus compte, s'ils voulaient redévelopper le monde par la base, il fallait que les zones rurales puissent vivre de leur activité quotidienne. Donc, on peut faire beaucoup de choses, mais il y a des zones dans lesquelles ça ne suffira pas pour nourrir la population qui est en croissance rapide. En général, ce sont les zones dans lesquelles la population est en croissance très rapide. Donc, leur production agricole continuera à augmenter, j'espère encore plus rapidement, mais leur population augmente encore plus vite que la production agricole. Bien, et je crois que notre séance touche à sa fin.
pour aujourd'hui. Je tiens à vous remercier tous pour ce débat qui a eu lieu, qui fut très, très libre et très constructif, et chacun d'entre vous, je pense, pourra repartir avec des idées un peu plus claires sur certains domaines, étant donné que les problèmes que Marion Guillou nous a présentés n'étaient pas toujours, a priori, pour tout le monde très, très clairs, et je crois que les idées se sont éclaircies. Je vous signale et je vous donne rendez-vous pour notre dernière séance le 4 mai, ici même, où nous entendrons Jean-Didier Vincent, qui est un neurologue très, très connu sur les problèmes du cerveau. Je signale pour les gens de Lyon qui ont un peu navigué dans les milieux scientifiques que Jean-Didier Vincent a fait sa thèse de médecine et tout son internat à Lyon chez Jouvet, que maintenant il est académicien et professeur émérite de l'université, mais a priori, je le connais un peu, cette conférence devrait en intéresser un certain nombre d'entre vous. Donc je vous donne rendez-vous le 4 mai à 18h30 ici. Ce sera la dernière séance de l'année 2009-2010 et nous recommencerons au mois d'octobre prochain. Voilà. Est-ce que je peux dire encore un petit mot? Allez-y. Juste un dernier petit mot. On vous a parlé brièvement tout à l'heure de la présence de Pierre Jouvenel parmi nous. Donc, alors pour vous expliquer que ce que nous avons joué ce soir, ce sont des extraits d'un spectacle qui est plus long, avec un dispositif plus lourd, un décor, un troisième larron, donc qui est un chocolatier qui intervient sur scène et qui est venu ce soir amicalement. Voilà. Donc, vous allez pouvoir déguster des chocolats qu'il a apportés pour vous à la sortie. Et puis, si vous voulez voir le spectacle dans son intégralité, alors il y a des petits flyers à l'extérieur avec les dates de spectacle qui sont tout bientôt. Voilà. Merci. Alors, soyez